Chapitre 6. Passage du Niémen. Entrée dans Vilna. Je joins l'ennemi. Le 23e de chasseurs à Vilcomir. Difficulté en Lituanie. Marche en avant. Le 24, au lever du soleil, nous fûmes témoins d'un spectacle des plus imposants. Sur la hauteur la plus élevée de la rive gauche, on apercevait les tentes de l'empereur. Autour d'elles, toutes les collines, leurs pentes et leurs vallées étaient garnies d'hommes et de chevaux couverts d'armes étincelantes. Cette masse, composée de 250 000 combattants divisés en 3 immenses colonnes, s'écoulait dans le plus grand ordre vers les 3 ponts établis sur le fleuve. Et les différents corps s'avançaient ensuite vers la rive droite dans la direction indiquée à chacun d'eux. Ce même jour, le Niémen était franchi par nos troupes sur d'autres points, vers Grodno, Piloni et Tilsit. Le général Gourgaud m'a communiqué un état de situation surchargé de notes écrites de la main de Napoléon. Et il résulte de ce document officiel que l'armée comptait au passage du Niémen 325 000 hommes présents, dont 155 400 Français et 170 000 alliés, plus 984 bouches à feu. Le régiment que je commandais faisait partie du 2e corps, aux ordres du maréchal Oudinot, qui passa le 23 sur le premier pont de Kovno et se dirigea sur le champ vers Yanovo. La chaleur était étouffante. Elle amena vers la nuit un orage affreux et une pluie diluvienne inonda les routes et les champs à plus de 50 lieues à la ronde. L'armée n'y vit cependant pas un funeste présage, comme on sait plus à le dire, car le soldat considéra la grêle et le tonnerre comme chose fort ordinaire en été. Au surplus, les Russes, bien autrement superstitieux que certains Français, eurent aussi un bien fâcheux pronostic. Car, dans la nuit du 23 au 24 juin, l'empereur Alexandre faillit périr dans un bal à Vilna, le plancher d'une salle s'étant enfoncé sous son fauteuil, à l'heure même où la première barque française, portant le premier détachement des troupes de Napoléon, abordait à la rive droite du Niémen, sur le territoire russe. Quoi qu'il en soit, l'orage ayant infiniment refroidi le temps, nos chevaux en souffrirent d'autant plus dans les bivouacs qu'ils mangeaient des herbes mouillées et couchaient sur un terrain fangeux. Aussi l'armée en perdit-elle plusieurs milliers de coliques aiguës. Au-delà de Kovno coule une très petite rivière appelée la Vilia, dont l'ennemi avait coupé le pont. L'orage venait de gonfler les eaux de cet affluent du Niémen, de sorte que les premiers éclaireurs d'Oudinot se trouvaient arrêtés. L'empereur survint au moment où j'arrivais moi-même à la tête de mon régiment. Il ordonna au lancier polonais de sonder le gué. Un homme se noya. Je pris son nom. Il s'appelait Tinski. Si j'insiste sur ce détail, c'est qu'on a infiniment exagéré l'accident qui se produisit au passage de la Vilia par les lanciers polonais. Cependant, les Russes se retiraient sans attendre l'armée française qui occupa bientôt Vilna, capitale de la Lituanie. Il y eut près de cette ville un combat de cavalerie dans lequel Octave de Ségur, mon ancien camarade de l'état-major de Masséna, fut pris par les Russes à la tête d'un escadron du 8e de hussards qu'il commandait. Octave était le frère aîné du général comte de Ségur. Le jour même où l'empereur entrait dans Vilna, les troupes du maréchal Oudinot rencontrèrent le corps russe de Wittgenstein à Vilcomir, où eut lieu le premier engagement sérieux de cette campagne. Je n'avais jamais servi sous les ordres d'Oudinot. Ce début confirma la haute opinion que j'avais de son courage, mais il m'en donna une plus faible de ses talents militaires. Un des plus grands défauts des Français, quand ils font la guerre, est de passer sans raison des précautions les plus minutieuses à une confiance sans bornes. Or, comme les Russes nous avaient laissé franchir le Niémen, envahir la Lituanie et occuper Vilna sans opposer de résistance, il était devenu de bon ton parmi certains officiers de dire que les ennemis fuiraient toujours et ne tiendraient nulle part. L'état-major d'Oudinot, et ce maréchal lui-même, émettaient souvent cette opinion, et traitaient de conte les rapports que faisaient les paysans sur un gros corps de troupes russes placé en avant de la petite ville de Vilcomir. Cette incrédulité fut sur le point de nous devenir fatale. Voici comment. La cavalerie légère, étant les yeux des armées, marche habituellement en avant et sur les flancs. Mon régiment précédait donc les divisions d'infanterie d'une petite lieue, lorsque, arrivé non loin de Vilcomir, sans avoir rencontré un seul poste ennemi, je me trouvai en face d'une forêt
d'immenses sapins, au milieu desquels les pelotons à cheval pouvaient aisément circuler, mais dont les hautes branches masquaient au loin la vue. Craignant une embuscade, j'arrêtai le régiment et lançai à la découverte un seul escadron, commandé par un capitaine fort intelligent, qui revint au bout d'un quart d'heure m'annoncer la présence d'une armée ennemie. Je me porte alors rapidement à l'extrême lisière de la forêt, d'où j'aperçois, à une portée de canon, la ville de Villecomire protégée par un ruisseau et par une colline, sur laquelle se trouvaient en bataille 25 à 30 000 fantassins ennemis avec cavalerie et artillerie. Vous serez sans doute étonné que ces troupes n'eussent en avant d'elles ni grand garde, ni petit poste, ni éclaireur. Mais c'est l'usage des Russes, lorsqu'ils sont résolus à défendre une bonne position, d'en laisser approcher le plus près possible leur ennemi sans que le feu de leurs tirailleurs le prévienne de la résistance qu'il va éprouver. Et c'est seulement lorsque ces masses sont à une bonne portée qu'ils les foudroient avec l'artillerie et la mousqueterie, ce qui étonne et ébranle les soldats de leurs adversaires. Cette méthode, qui offre peut-être quelques avantages, a souvent eu de bons résultats pour les Russes. Aussi le général Wittgenstein nous préparait-il une réception de ce genre. Le cas me parut si grave que, sans montrer mon régiment, je le fis rentrer dans la forêt et courus de ma personne au-devant du maréchal Oudinot pour le prévenir de l'état des choses. Je le trouvai hors du bois, dans une plaine, où, après avoir mis pied à terre et fait arrêter ses troupes, il déjeunait fort tranquillement au milieu de son état-major. Je m'attendais à ce que mon rapport le tirerait de cette fausse sécurité. Mais il me reçut d'un air incrédule et, me frappant sur l'épaule, il s'écria « Allons, voilà Marbeau qui vient de nous trouver 30 000 hommes à étriller. » Le général Lorraine XVI, gendre et chef d'état-major du maréchal Oudinot, fut le seul à me croire. Il avait été jadis aide de camp d'Augereau et me connaissait de longue date. Il prit donc ma défense en faisant observer que, lorsqu'un chef de corps disait « J'ai vu », il devait être cru, et que négliger les avertissements des officiers des troupes légères était s'exposer à de grands revers. Ces observations du chef d'état-major ayant fait réfléchir le maréchal, il commençait à me questionner sur la présence de l'ennemi, présence dont il paraissait douter encore, lorsqu'un capitaine d'état-major, M. Duplessis, arrivant tout essoufflé, vient dire qu'il a parcouru tous les environs, pénétré même dans la forêt et qu'il n'a pas vu un seul Russe. En entendant ce rapport, le maréchal et son état-major se prirent à rire de mes craintes, ce qui m'affecta vivement. Néanmoins, je me contins, certain que sous peu, la vérité serait connue. En effet, le déjeuner terminé, on se remet en marche, et je retourne à mon régiment qui faisait l'avant-garde. Je le dirige encore à travers bois comme j'avais fait la première fois, car je prévoyais ce qui allait arriver dès que nous déboucherions en face de la position ennemie. Malgré mes observations, Oudinot voulut suivre une très large route tirée au cordeau qui traverse la forêt. Mais à peine approchait-il de la lisière que les ennemis, apercevant le groupe nombreux formé par son état-major, font un feu roulant de leurs canons qui, placés en face de la grande route, l'enfilent de plein front et portent le désordre dans l'escadron doré, naguère si joyeux. Heureusement, les boulets n'atteignirent aucun homme, mais le cheval du maréchal fut tué, ainsi que celui de M. Duplessis et beaucoup d'autres. J'étais suffisamment vengé. Aussi, j'avoue à ma honte que j'eus à peine à cacher la satisfaction que j'éprouvais en voyant tous ceux qui avaient ri de mon rapport et traité de fantaisie tout ce que j'avais dit sur la présence de l'ennemi se disperser en courant sous une grêle de boulets et sauter les fossés à qui mieux mieux pour chercher un refuge derrière les grands sapins.